idée de supériorité morale en soi de la nature sur la culture. Et c'est ainsi ma troisième partie qui va commencer par un conditionnel d'hypothèse. Il ne serait pas normal que. Là encore, on va avoir une opposition entre l'art et la nature qui va être ici personnifiée par la majuscule et par le fait qu'elle est qualifiée de mère, la mère nature. Supériorité aussi qui va transparaître par le fait que l'art n'est pas du tout complété, alors que la mère nature va être complétée par deux adjectifs, antéposés, grande et puissante. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette mère nature est une mère commune, avec l'usage d'une autre, qui inclut toujours le je. Cette nature est commune aussi bien à ceux qui sont là-bas qu'à ceux qui sont ici. La première personne du pluriel se poursuit. Nous avons tellement surchargé. Et ici, le nous est essentiellement, il inclut toujours le je évidemment, mais il est essentiellement porté non pas sur l'humanité en général, mais sur l'humanité corrompue, celle de l'ancien continent, l'ancien monde, l'Europe. Nous avons tellement surchargé la beauté et la richesse de ces ouvrages, il s'agit de la nature, par nos inventions. Il y a donc bien une opposition entre ces et nos, les possessifs de troisième personne et de première personne. Les ouvrages de la nature s'opposent aux inventions modernes des Européens. Nous l'avons complètement étouffé, il s'agit toujours de la nature. Donc, par le surchargement, qui devrait être positif, on a un effet complètement négatif qui est un effet d'étouffement, donc un effet mortifère. Et c'est là que va se jouer, évidemment, toute la connotation morale. Montaigne essaye de montrer, en fait, rebascule l'intégralité de sa définition pour montrer, finalement, une espèce de supériorité d'un peuple sur l'autre, mais pas celle que les autres auteurs de son temps, que les autres explorateurs exploitent. Toujours est-il que, il s'agit de sa conclusion, partout où sa pureté resplendit, il s'agit toujours de la nature, elle fait extraordinairement honte à nos vaines et frivoles entreprises. Là encore, on retrouve l'opposition entre la troisième personne, ça, et la première personne, nos, toujours l'opposition entre la nature et la culture, cette opposition étant exacerbée par le superlatif absolu, extraordinairement honte, et étant aussi renforcée par le fait que la pureté étant pure n'est pas qualifiée, alors que les entreprises impures vont être qualifiées deux fois, vaines et frivoles, deux adjectifs qui sont clairement négatifs. Et qui portent aussi une connotation morale, puisque au XVIe siècle, on a l'apparition de la vanité, qui montre que tout est voué à la mort, et la frivolité qui va du coup se rapprocher de l'idée de divertissement, qui empêche de faire des choses moralement bonnes et humainement justes. S'intègre immédiatement après une citation qui est clairement intégrée puisque, alors, dans notre texte, elle va être marquée par un saut de ligne, un changement de typographie, on passe en italique, et un changement typographique aussi puisque tout est en alinéa, mais elle est bien intégrée directement puisque elle n'est pas détachée par la ponctuation. Alors, la seule ponctuation qu'il y a, c'est une virgule. Donc la citation est intégrée dans le raisonnement. Il s'agit d'une citation de Properce. C'est donc de la poésie antique, ce sont les élégies de Properce. C'est un argument qui a quasiment une valeur d'autorité ici, puisqu'il s'agit de la sagesse antique, redécouverte lors de la Renaissance, etc. Donc il va bien s'agir ici d'un argument d'autorité. Et cet argument d'autorité va venir confirmer, ou par l'illustration en réalité, ce que Montaigne vient de définir. D'une part, on a toujours ces éléments naturels, le lierre, l'arbousier et les oiseaux, donc deux éléments végétaux et un élément animal. Et on a toute une série de superlatifs relatifs, mieux qui est plus bon, plus beau et plus gracieux. Et
ces éléments-là, ces superlatifs relatifs-là, vont montrer la supériorité naturelle puisqu'ils vont être complétés par de lui-même, pour le lierre, dans les antres isolés, pour l'arbousier, et sans art, pour les oiseaux. L'intégralité de ces éléments naturels vont avoir une supériorité véritable sur les éléments non naturels qui sont ici sous-entendus, qui n'ont même pas voix au chapitre à l'intérieur de la citation. En quoi la redéfinition lexicale permet-elle une redéfinition morale? Nous avons vu tout d'abord que Montaigne s'attache précisément à l'étude du lexique. Il va redéfinir deux termes spécifiques qu'il cite dès le début de son texte, barbare, sauvage. Du coup, la barbarie et la sauvagerie. La redéfinition de ces deux termes va lui permettre deux choses. Premièrement, elle va lui permettre de mettre en exergue le fait que toute définition est définition depuis un espace géographique, social, intellectuel défini. Toute définition est relative. La relativité étant prise en compte, cela va lui permettre de redéfinir les termes de manière peut-être plus précise, ou en tout cas plus absolue, même si l'absolu n'est pas atteignable pour Montaigne, il ne donne à aucun moment une réponse. Mais cette redéfinition va lui permettre de montrer en quelque sorte le fait que le terme n'était pas adapté. Et ce pourquoi il va militer, ce n'est pas le fait de changer de terme, c'est le fait de changer la compréhension de ce terme. Il revendique le fait que les Indiens sont des sauvages, mais pour montrer que la sauvagerie est moralement meilleure que ce qu'on appelle la civilisation. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez posé la question de la construction de la négation dans la première phrase. Nous avons 4 éléments négatifs, 4 occurrences de négation dans cette première phrase, que je vais classer de manière thématique. 2 occurrences qui sont assez simples et 2 occurrences qui le sont moins. La négation sera pour 3 cas verbal et pour un cas lexical. Nous allons voir comment cela fonctionne. 2 cas évidents, il n'y a rien de barbare et ce qui n'est pas dans ses coutumes. Ici, on a bien une négation obitensive, verbale, avec 2 discordantiels classiques, et l'idée, le ne prend une apostrophe et perd son e devant initiale vocalique, il nie à rien, et il n'est pas. Et ensuite, on a 2 forclusifs adverbiaux, rien et pas. Il s'agit de 2 négations totales. Pour ce qui est des éléments un peu plus compliqués, on peut citer la fin de la phrase. Il semble que nous n'avons d'autres critères de la vérité et de la raison que l'exemple. Ici, le discordantiel reste le même que les 2 premiers cas. Par contre, la négation n'a pas de forclusif à proprement parler. En fait, ce forclusif est sous-entendu parce qu'il fonctionne, la négation fonctionne avec un autre syntagme qui est autre que. Si l'on remettait les mots dans un ordre qui permettrait de rajouter un forclusif, on pourrait avoir il semble que nous n'avons pas de critères et de vérité et de la raison autre que l'exemple, etc. Donc ce reclassement syntaxique permettrait de mettre en évidence le forclusif qui est ici sous-entendu. Enfin, on a un dernier cas qui est le ni, ligne 125. Ce ni qui est en fait la conjonction de coordination adjonctive en négatif. Il s'agit du et négatif qui va du coup coordonner barbare et sauvage par rapport au premier élément négatif verbal. Il n'y a rien de barbare ni de sauvage.